Nous étudions le mouvement d'un électron soumis à une force constante, une force électrique constante, donc un électron dans un champ électrique uniforme. La situation peut être représentée de la manière suivante. On a entre les armatures ce qu'on appelle un condensateur, c'est-à-dire deux plaques métalliques chargées positivement et négativement, se trouve une zone de champ électrique uniforme. Alors si cette plaque est reliée à la borne moins du générateur et cette plaque à la borne plus, le champ électrique se situe et placé comme ceci, il est orthogonal aux plaques et dirigé vers ce qu'on appelle les potentiels négatifs, c'est-à-dire l'armature reliée à la borne moins du générateur. Un électron qui est une particule chargée de manière générale qui est placée dans un champ électrique, elle subit une force. Alors si on note Q la charge électrique, si c'est, mettons qu'il y ait une charge positive, que ce soit comme un électron ou un cation, un ion positif, et bien dans ce cas-là, la force, elle est dans le même sens que le champ électrique. Et si, donc là ce serait F+, et si on a une particule chargée avec une charge négative, comme un électron ou un anion, et bien dans ce cas-là, la force sera dans l'autre sens. Donc là, on aurait F+, et si la particule est chargée négativement, la force F- serait opposée au champ électrique. Alors ici, on a de manière générale l'expression de la force électrique, Fe, qui serait Q, la charge électrique de la particule, multipliée par le champ électrique. Et alors, on va se placer dans un cas concret. On a deux armatures qui sont portées à des potentiels différents. Il y a un générateur entre elles deux. Et on va supposer que le champ, comme ici, est dans ce sens-là. Autrement dit, qu'on se trouve dans la situation où cette armature est portée à la borne, est reliée à la borne négative d'un générateur et celle-ci à la borne positive. Et on va étudier le mouvement d'un électron qui est placé qui est lâché, qui est laissé libre de se déplacer entre les armatures. Et on suppose qu'on va suivre l'électron depuis cette position, depuis une position qui est au contact de la première armature, qui est juste à côté de la cathode. La borne moins ici, enfin l'armature reliée à la borne moins, ce sera l'anode, et la cathode, pardon, et celle à la borne plus, c'est l'anode. Voilà, qui permettra pour l'électron d'être accéléré. Puisque si on a un électron qui est chargé négativement, la force qui s'applique sur l'électron, elle sera ici opposée au champ électrique. Donc on aura cette force. La force électrique sera comme ceci. Alors on va placer également, on se place dans le référentiel terrestre, et on utilise un repère, ici l'axe des ordonnées, Y, et l'axe des X, on va le prendre horizontal, et de sorte que à l'intersection des deux axes se trouve l'origine, et que l'origine coïncide avec la position initiale de la particule. On suppose de plus que la particule au départ est immobile. Autrement dit, nos conditions initiales ici s'écrivent de la manière suivante. Conditions initiales, bien on a la position initiale au G0, c'est la position de la particule au départ, c'est l'origine du repère, donc c'est 0, 0. Et la vitesse initiale, V0, on a dit qu'on lâchait l'électron sans vitesse initiale, on suppose qu'il est émis à ce niveau-là. Donc sa vitesse initiale, ce serait aussi 0 et 0 sur les deux axes. Alors, à cause de la force, il existera uniquement... Enfin, on va supposer qu'il n'y a que cette force, puisque le poids ici est vraiment tout petit et sera complètement négligeable par rapport à la force électrique. Et donc, on va considérer que l'électron n'est soumis qu'à cette force électrique, et donc il subira une accélération dans la même direction et le même sens que la force électrique. Et donc, on a un accélérateur de particules, et si on a muni l'anode d'un orifice, il pourra passer à travers et puis continuer sa course plus loin. Alors, là, c'est ce qu'on appelle parfois un canon à électrons. Voilà, c'est un accélérateur de particules. C'est un des principes des accélérateurs de particules. Alors, par rapport à notre système ici, on va noter ME, la masse de l'électron, et le champ électrique, alors on a la tension entre les bornes plus et moins, on va la noter U,
Et si on a une tension U et une distance ici entre les plaques qui vaut L, grand L, alors le champ électrique il est donné par le rapport U sur L. Donc là on a des volts, on a des mètres, donc E, l'unité c'est de volts par mètre. Voilà, l'unité du champ électrique, on a des volts par mètre. M la masse de l'électron, U la tension entre les deux plaques, et donc E le champ électrique, qui est le rapport de U sur L en volts par mètre. La valeur du champ, disons. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter également? Ah oui, une remarque tout de suite. Une remarque, c'est que la seule force qui agit ici est horizontale. La particule étant immobile au début, elle subit une accélération horizontale et vers la droite, donc vers les x positifs, et donc la variation de vitesse sera aussi dans ce sens. Autrement dit, tout se passera suivant l'axe des x. Il n'y aura aucune influence verticale, il n'y a aucune force verticale. Alors il y a le poids, certes, mais étant donné qu'il est extrêmement petit par rapport à la force électrique, il aura un effet vraiment négligeable le temps de l'expérience. Le temps de l'expérience, naturellement. Si on attendait plus longtemps, il y aurait forcément une déviation due au poids. Mais sur quelques centimètres ici, l'effet du poids, et sur cette durée courte, l'effet du poids pourra être négligé. Donc, nous nous retrouvons avec la situation suivante, où nous avons une particule à l'origine, sans vitesse initiale, qui est soumise uniquement à la force électrique. On va pouvoir, première chose, en utilisant la deuxième loi de Newton, on pourra trouver l'accélération subie par l'électron et l'exprimer en fonction du reste. Alors, pour ceci, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, on définit comme toujours le système. Le système ici, c'est l'électron. L'électron, il n'y en a qu'un ici. Après, c'est peut-être un faisceau d'électrons, mais on va en étudier un. Le référentiel. Le référentiel, on prend le référentiel terrestre et on le considère comme galiléen, puisque le temps de l'expérience, la Terre n'a pas vraiment le temps de bouger, comme galiléen. La Terre est un bon référentiel galiléen pour cette expérience. Ensuite, l'inventaire des forces. L'inventaire des forces, donc on a le poids et la force électrique. Et en fait, si on fait le rapport FE sur P, on va trouver quelque chose de très grand devant 1. La force électrique est beaucoup plus grande que le poids. Donc on pourra négliger le poids devant la force électrique. Donc là on a tout, on a notre système, on a le référentiel galiléen. Alors c'est vrai que le référentiel terrestre, comme la Terre tourne autour de l'axe des pôles, il n'est pas vraiment galiléen, il y a une rotation, mais le temps de l'expérience, on peut considérer que la rotation de la Terre sera négligeable et que la Terre pourra être considérée comme un référentiel galiléen. Donc les forces, donc une est négligeable devant l'autre, et donc à partir de ça, nous pouvons appliquer la deuxième loi de Newton, qui nous donne que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système, donc la masse de l'électron multipliée par l'accélération de son centre de masse. Et de là, on en tire l'expression de l'accélération sera donc la somme 1 sur la masse de l'électron multipliée par la somme des forces extérieures. C'est-à-dire, la somme des forces extérieures, c'est le poids plus la force électrique sur la masse. Et on a dit que le poids était négligeable devant la force électrique. Il nous vient que l'accélération du centre de masse de la particule est égale donc à la force électrique sur m. C'est-à-dire 1 sur m multiplié par la force électrique, c'est la charge de l'électron, moins E. L'électron, c'est une charge élémentaire négative, multipliée par le champ électrique. Et donc ici, on a AG, l'accélération du centre de masse, égale moins E sur m multiplié par E. Alors on peut aller un peu plus loin et écrire les composantes de E dans ce repère. Donc E, il est tout horizontal, il n'a aucune composante verticale. Si on prend le vecteur E, si on le met à l'origine ici, il est tout suivant x, il n'a rien suivant y. Autrement dit, suivant y, on a 0. Et suivant x, on serait à moins E, moins la valeur de E, c'est-à-dire égale moins
U sur L, 0. Donc si on remplace dans l'expression du vecteur accélération, on a le vecteur accélération qui est égal donc à AG suivant X, AG suivant Y, et c'est égal au moins E sur M multiplié par moins U sur L, 0. Et donc on peut multiplier les deux composantes du vecteur par moins E sur M, ce qui nous donne AG égale E fois U sur M. Alors c'est ME, hein, c'est la masse de l'électron. ME, masse de l'électron, toujours. C'est notre système. Moins fois ME sur ME fois L est 0. Donc ici, on peut faire la remarque que AG est complètement suivant I. Il n'y a aucune accélération ME fois L. Pardon, toute l'accélération est horizontale, elle est que suivant le vecteur I. Si I c'est le vecteur unitaire ici, I et J. Et comme il n'y avait aucune vitesse, on a dit au début, suivant la composante verticale, donc tout va se passer horizontalement. Donc on va étudier, maintenant, on étudie tout ce qui se passe horizontalement. On se focalise sur les composantes horizontales. Donc nous avons AGX égale E fois U sur la masse de l'électron fois L, et c'est tout. Voilà la composante horizontale. Donc le AGX qui est ici, hein, c'est le AGX qui est ici, c'est charge électrique fois tension divisé par la distance entre les plaques, entre les armatures, divisé également par la masse de l'électron. Donc voilà l'expression de l'accélération. Et on a un mouvement qui est soumis à une accélération qui est constante, c'est un mouvement uniformément varié, une accélération constante horizontale ici. Alors à partir de ceci, on va pouvoir, petit b, en déduire les équations horaires de la vitesse et de la position, c'est-à-dire on va chercher Vx de t et x de t, c'est-à-dire qu'à partir finalement des forces ici, à partir des forces, on a trouvé l'accélération, et maintenant à partir de l'accélération et en fait des conditions initiales, on va pouvoir trouver la composante horizontale de la vitesse et la composante horizontale de la position, l'abscisse de la position. Alors comment faire ceci? Eh bien, on va commencer par la vitesse. Donc on a la relation suivante, on sait que AG par définition c'est dV sur dt. Donc, tout ça dépend du temps a priori. AGX ici, on va se contenter de la composante horizontale, ce sera dvx sur dt. L'accélération c'est la dérivée de la vitesse par définition. Or AG on l'a, AGX on connaît. AGX elle est ici. Donc ça c'est notre composante horizontale de l'accélération, ça nous permettra de dire que ça correspond à la dérivée de la vitesse, de la composante horizontale de la vitesse. Donc c'est égal à E fois U sur ME fois L. Et bien là, on va se poser la question, la vitesse, donc c'est une fonction qui, quand on la dérive, donne une constante. Quelle est la fonction dont la dérivée est une constante? Il n'y a pas le choix, c'est une fonction affine. On a forcément Vx, alors Vx de t égale E fois U sur ME fois L fois t, plus une constante qu'on va appeler K1. Si on dérive cette expression, le K1 ça fait 0, c'est une constante, le t ça fait 1, il reste bien l'accélération horizontale, la composante horizontale de l'accélération. Alors la question maintenant c'est comment trouver K1? Eh bien pour trouver K1, on utilise les conditions initiales. Et notamment la condition initiale sur la vitesse, puisque ça c'est Vx de t, si on remplace t par 0, qu'est-ce qui se passe à t égale 0? T égale 0, ça s'en va, il reste que la vitesse à t égale 0, la composante horizontale de la vitesse à t égale 0 était égale à K1. Or, la composante horizontale de la vitesse à t égale 0, elle valait 0, donc K1 égale 0. Et donc on voit que si V0 avait été égal à autre chose, on aurait eu autre chose que 0 ici, et puis donc K1 aurait valu autre chose que 0. En tout cas, dans notre situation ici, on va pouvoir appliquer condition pour trouver K1, on peut utiliser K1, on utilise la condition initiale, c'est-à-dire la valeur de départ. En abrégé, on pourrait écrire ça CI, condition initiale, sur Vx de point, Vx de 0, qui est égal, on a dit ici,
Vx de 0, c'est E petit E grand U sur ME fois L fois 0, donc ça fait 0, plus K1, il reste K1, égale K1. Et ça, c'était égal à la valeur de la composante initiale suivant X. C'est V0 suivant X. Et V0 suivant X, on le lit ici, on a 0. Donc K1 égale 0. Et il ne nous reste que Vx de t égale petit e grand U sur ME fois LT. Autrement dit, si on trace Vx en fonction du temps, on aura une droite linéaire, la vitesse augmente sans cesse au cours du temps, et avec une pente E fois U sur ME fois L. Alors, dernière étape maintenant, enfin étape suivante plutôt, on peut en déduire à partir cette fois-ci de la vitesse et de la condition initiale sur la position, et bien on va en déduire l'abscisse de la position x. En effet, on sait que Vx de t, ce sera d la dérivée de x de t par rapport au temps. Parfois j'écris de t ou parfois j'écris pas, mais tout dépend du temps a priori. Pour alléger parfois l'écriture, on n'écrit pas en fonction du temps, mais de fait ça dépend du temps. Et donc, Vx par définition, donc la vitesse étant la dérivée de la position, la vitesse suivant x, la composante horizontale de la vitesse, c'est la dérivée de la composante horizontale de la position, c'est donc dx sur dt. Et ici, on sait que Vx, on vient de trouver qu'elle vaut E fois U sur ME fois L. C'était notre équation horaire pour la composante horizontale de la vitesse, fois t. Alors maintenant, le problème est de dire, on sait que la dérivée de x est égale à ça, que vaut x? Quelle est la fonction dont la dérivée est une fonction qui est linéaire? Eh bien, il n'y a pas le choix. En fait, si on a quelque chose qui est proportionnel à t, c'est que la fonction qu'on a à la dérivée était proportionnelle à t carré. En fait, il était un polynôme de degré 2 plutôt, dans la dérivée d'un polynôme de degré 1. Donc x de t, on sait que ce sera de la forme. Alors, je le justifie après, 1 demi de E fois U sur ME fois L t carré, plus une constante K2. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté ce 1 demi en plus de t carré? Parce que si on dérive t carré, si on fait t carré prime, ça nous fait 2 fois t. Or nous, on ne veut pas ça fois 2 fois t, on veut uniquement ça fois t. Autrement dit, il faut qu'on en prenne 1 demi de t carré. Voilà. Si on dérive ceci, 1 demi de t carré prime, ça nous fait 1 demi de 2 fois t, ça fait bien t. Donc quand on va dériver ça, on aura le 2t qui va se simplifier avec le 2 qui est ici, il restera t, et le k2 qui fera 0, on retrouvera bien un Vx en dérivant x. Alors tout le problème est de trouver k2 maintenant. Et bien pour k2, on utilise la condition initiale sur x. On sait que x de 0 égale, si on remplace t par 0 ici, ça s'en va, il reste k2, égale x0, la valeur initiale de x. Et bien la valeur initiale de la position ici, on avait OG0, suivant x, la valeur initiale c'est 0. Donc K2 égale x0 égale 0, autrement dit, on arrive à l'équation horaire sur la position, x de t, c'est OGx de t en fait, qui vaut 1 demi de E fois U sur ME fois L t carré. Nous avons ici une équation, un polynôme de degré 2 qui peut se représenter x en fonction du temps. L'abscisse évolue de manière parabolique. Alors, de manière générale, lorsqu'on a une force constante, on a une évolution parabolique. Alors ensuite, on peut, à partir de ces équations horaires, en fait, maintenant, on connaît tout du trajet de la particule ici. C'est un trajet qui est horizontal comme ceci, et on sait à chaque instant où se trouve la particule, et on sait à chaque instant la vitesse de la particule. On contrôle absolument tout. Donc par exemple, on peut trouver la date, exprimer la date qu'on va appeler T1 par exemple, à laquelle l'électron arrive à l'anode, et trouver la vitesse qui est la vitesse de sortie qu'on va appeler souvent la vitesse de sortie. Je veux dire, on peut ici trouver la date à laquelle l'électron arrive ici et trouver la vitesse ici. On va essayer de trouver l'expression. Donc si on pose que ici on était à x égale 0,
Et puis l'électron a avancé, et là on se trouve à une abscisse qui est égale à L, parce que cette distance c'est L. Donc on va poser la condition que à quelle date a-t-on x de t égale L. C'est-à-dire on va appeler cette date T1, et on va chercher la valeur de T1 pour laquelle x de T1 est égal à L. Ceci vous donne x de T1 égale à L égale 1 demi de E fois U sur ME fois L T1 carré. Et donc on tire ici. Alors je passe par T1 carré, une étape. T1 carré, ce serait 2 ME L carré sur E fois U, d'où la date T1 égale à la racine carrée de 2 ME L carré sur E fois U. Donc ensuite on peut faire l'application numérique, on remplace chacune des grandeurs par ces valeurs et on trouve la date T1. Et on peut même trouver donc la vitesse qui est atteinte à cet instant-là, puisque on sait que on a trouvé la date exacte à laquelle la particule arrive ici, et on peut maintenant trouver, à l'aide de cette relation, la vitesse de la particule en sortie. Il suffit de remplacer Vx de T1 égale E fois U sur MEL multiplié par T1. Et donc ça nous fait E fois U sur ME fois L fois racine de 2 ME L carré sur E fois U. Alors là on peut faire la remarque que la racine carrée de L carré c'est L. Donc on peut sortir le L ici de la parenthèse. Donc ça nous fait égal E fois U sur ME fois L. Et comme le L est sorti ici, je vais mettre devant égal L multiplié par racine de 2 ME sur E fois U. Donc le L se simplifie. Et il nous vient ici, on a des racines carrées ici. En bas on a racine de EU, on a EU en haut. Et en bas on a ME, pardon, et en haut racine de ME. Autrement dit, on se retrouve avec 2 EU sur ME racine. Voilà pour la vitesse en x à l'instant T1, la composante horizontale de la vitesse. Alors si on veut avoir la vitesse V de T1, la valeur de la vitesse, eh bien, on va prendre la racine carrée de Vx en T1 au carré plus Vy carré à l'instant T1. Vy carré c'est 0, il n'y a aucune vitesse horizontale, donc il nous reste racine carrée de la valeur en x de T1. Autrement dit, la valeur de la vitesse, c'est la valeur absolue de la composante horizontale de la vitesse en T1. Donc c'est la racine carrée de 2EU sur ME. Voilà pour un premier exemple. Après, on peut faire... en fait, on peut déterminer tout ce que l'on veut à n'importe quel instant, hein, puisqu'on maîtrise absolument tout sur le mouvement de la particule entre les armatures ici, qui ont permis d'accélérer.